En 1905, dans la Ville Lumière, un spectacle attira des millions de visiteurs. Paris, au cœur de l'un des empires les plus puissants du monde, offrait à ses citoyens un aperçu de terres lointaines et des peuples qui y vivaient. Mais il ne s'agissait pas d'une célébration des cultures, c'était une cage, une scène construite pour humilier, où des êtres humains étaient exposés comme des animaux. Voici le zoo humain de Paris. Au tournant du XXe siècle, la France régnait sur un empire de plus de 11 millions de kilomètres carrés, du Sénégal au Vietnam, de l'Algérie à la Nouvelle-Calédonie. Avec cet empire venait une idée, que les Européens représentaient le sommet de la civilisation et que le reste du monde existait pour être étudié, gouverné et montré. Les expositions humaines étaient devenues un divertissement populaire en Europe. À Paris, Berlin, Londres, des sujets coloniaux étaient amenés à des milliers de kilomètres pour jouer leur vie quotidienne devant des foules curieuses. Pour le public, c'était de l'instruction. En réalité, c'était de la déshumanisation. Le jardin d'acclimatation, conçu à l'origine comme jardin botanique et zoo, devint la scène de la grande vitrine coloniale française. Pendant plusieurs mois, il fut transformé en un patchwork de villages, huttes sénégalaises, marchés anamites du Vietnam, maisons kanak de Nouvelle-Calédonie. Des hommes, des femmes et des enfants venus de tout l'Empire furent amenés ici. Certains se portèrent volontaires, séduits par des promesses de salaire et de voyage. D'autres n'eurent guère le choix. Une fois à Paris, ils étaient logés dans des conditions exiguës, vêtus de costumes choisis par les organisateurs et contraints de suivre un scénario, cuisiner, danser, tisser, sur commande, pendant des heures chaque jour. Derrière les cartes postales souriantes se cachait une autre réalité. Les participants étaient constamment surveillés, avec une liberté de mouvement limitée. La nourriture était basique, les soins médicaux quasi inexistants. En hiver, certains tombèrent malades du froid. Leurs foyers tropicaux ne les avaient pas préparés au vent glacé de Paris. Pour beaucoup, ce n'était pas une représentation. C'était une question de survie sous le regard de milliers de visiteurs. Le zoo humain n'était pas seulement un divertissement, c'était un outil de propagande. Les organisateurs affirmaient que ces mises en scène prouvaient le succès de la mission civilisatrice française. Des anthropologues mesuraient des crânes, photographiaient des corps et classifiaient des types raciaux pour des recherches pseudo-scientifiques. Le message était clair. Les colonies avaient besoin de la tutelle française. La plupart des noms des participants sont tombés dans l'oubli. On sait peu de choses sur ce qu'ils sont devenus après leur retour, ou s'ils sont jamais rentrés. Mais leurs descendants parlent encore de la honte, des familles qui n'ont jamais oublié l'humiliation d'avoir été montrées comme des curiosités. Le zoo humain de Paris ne fut pas le dernier. Des expositions similaires se poursuivirent jusque dans les années 1930. Après la Seconde Guerre mondiale et l'horreur de l'idéologie raciale nazie, l'opinion publique commença à évoluer. Pourtant, les stéréotypes que ces spectacles avaient ancrés persistèrent dans les films, les livres et dans les mentalités. Ils vinrent à Paris comme des expositions vivantes, mais ils laissèrent un héritage que l'on ne peut enfermer. Le zoo humain n'était pas une fenêtre sur le monde, c'était un miroir. Et ce qu'il reflétait, c'était la face la plus sombre de ceux qui l'avaient bâti.